Espace durable, c'est une nouvelle séquence dans l'émission que nous vous proposons en partenariat avec le SCO, le Space Climate Observatory, qui promeut la mise en application des données spatiales au service de l'environnement. Vous découvrirez sur ce plateau ceux qui transforment la donnée spatiale au service de la Terre. Et aujourd'hui, on reçoit Basile Goussard, le cofondateur de Net Carbone, qui propose un diagnostic carbone par satellite, si on peut dire. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, l'idée, c'est d'adresser votre service à qui concrètement? Alors aujourd'hui, on va travailler avec les acteurs de l'aménagement au sens large. Mhm. On va travailler avec les territoires, on va travailler avec les responsables de la construction ainsi que les gestionnaires d'infrastructures. Ok, du pro. Du pro, exactement. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de foncier et sur ce foncier, on va pouvoir agir pour essayer d'absorber un peu plus de carbone. Aujourd'hui, on sait qu'il y a trop de carbone dans l'atmosphère, donc il faut évidemment réduire nos émissions de CO2. Mais il faut aussi augmenter la captation de carbone. Et donc, c'est pour ça qu'avec ces acteurs, on travaille pour renaturer, pour remettre de la végétation, pour absorber davantage de CO2. Hmm. Est-ce que vous avez une idée de l'échelle que ça peut représenter? Un bâtiment, par exemple, un projet de construction? Donc, comment vous pouvez influencer? À quel point est-ce que vous pouvez mesurer l'influence sur un diagnostic carbone? Je peux prendre un exemple très concret. On a travaillé avec Anglette Mhm. sur une cour d'école où l'objectif, c'était de pouvoir renaturer la cour d'école. Et dans ce contexte-là, Anglette a donc pris un abonnement à l'application. Ok. Sur cet abonnement, on va avoir donc 3 étapes. La première, c'est un état des lieux, donc savoir combien est absorbé de CO2. Ensuite, c'est une simulation pour essayer de construire un scénario pour s'améliorer. Mhm. Et avec Anglette, on est à peu près à 50 tonnes de CO2 absorbées via la mise en place de végétation. D'accord. Donc 50 tonnes, évidemment, si on met ça au regard des émissions de CO2, ça peut sembler négligeable, mais au fur et à mesure, à force de remettre de la nature, à force de remettre de la végétation, Hmm. on peut aller beaucoup plus loin et absorber beaucoup plus. Hmm. L'idée, c'est quoi? C'est aussi de proposer une standardisation, peut-être, à terme, de l'aménagement, de l'urbanisation aujourd'hui? Alors, ça serait exactement la vision, et c'est celle qu'on porte aujourd'hui. En fait, tous les projets d'aménagement et toutes les gestions d'infrastructures ont la capacité d'aller absorber un petit peu de carbone, d'aller rendre nos villes plus vivables Hmm. en mettant de la végétation pour le carbone, pour réduire les îlots de chaleur. Pour ça, c'est nécessaire déjà de savoir où on en est, donc d'avoir un état des lieux. Et c'est ce que propose la donnée satellite, c'est d'avoir cet état des lieux, cette vision d'ensemble facilement. Et ensuite, que chaque projet, on puisse passer à la moulinette de net carbone pour essayer de l'améliorer un petit peu, pour essayer de remettre de la végétation. Hmm. Et finalement, si aujourd'hui, je vous pose la question, combien absorbe un arbre? C'est déjà un petit peu compliqué, mais combien absorbe tous les projets de renaturation, projets de cours d'école par exemple à Paris Oasis, Mhm. ou même combien absorbe la ville de Paris en carbone? C'est des questions compliquées, c'est tout ce qu'on propose. Hmm. Et puis après, on propose de s'améliorer avec notre outil de simulation. D'accord. Alors concrètement, pour faire ça, vous utilisez de la donnée spatiale, Mhm. c'est-à-dire que vous la récupérez de quel satellite? Comment vous la recevez? Comment vous la transformez? Alors, on s'appuie sur les données donc, aériennes et des données satellites pour Mhm. avoir de la photo à très haute résolution. Mhm. Donc, on va travailler avec des données satellites, par exemple de Pléiades, qui sont des données qui permettent d'avoir du rouge, vert, bleu et du proche infrarouge. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que le proche infrarouge, que nous n'avons pas la capacité de voir, répond très bien à la végétation. Donc, ça permet de détecter très bien la végétation. Et avec cette donnée satellite, on vient pouvoir classifier l'occupation des sols. Hmm. Donc, savoir s'il y a du bâti, de la prairie, de la végétation haute comme un conifère, un feuillu. Et donc, sur chaque typologie d'occupation des sols, on adosse à ça un stock de carbone et une captation de carbone. D'accord. Donc vous convertissez, disons, l'espace au mètre carré avec une euh, euh, prospection de ce que ça peut représenter, C'est dirons-nous. ça. Ok. Ça permet d'avoir un état des lieux précis à quelques centimètres Mhm. de la captation et du stock de carbone, ainsi qu'en utilisant des données donc, complémentaires comme les données du programme Copernicus Climate Change Mhm. Services, donc c'est les données climatiques, Projet européen, encore une voilà, fois. d'avoir en complément aussi des informations sur la température, sur le vent, pour aller même jusqu'à mesurer les îlots de chaleur urbains et donc savoir la température qu'il y a sur cette place à tel endroit. Il faut convaincre les acteurs que cette donnée existe et qu'elle a le pouvoir de changer les choses. Alors aujourd'hui, ce qui est quand même très intéressant, c'est que la plupart des acteurs commencent à prendre le sujet à bras-le-corps. Mm. On sent vraiment une volonté d'agir, une volonté de renaturer. Ce
ce qui sera encore plus moteur, évidemment, c'est à partir du moment où ça deviendra une obligation, un standard. Mais aujourd'hui, déjà, la quasi-totalité des acteurs avec qui on échange sont conscients de l'impact que peut avoir la nature. Ils sont conscients qu'ils sont obligés de s'adapter au changement climatique, d'adapter leurs projets d'aménagement au changement climatique, donc de les rendre plus vivables, d'avoir plus de végétation pour rafraîchir, mais aussi d'atténuer le changement climatique. Et pour ça, la végétation est extraordinaire parce qu'elle absorbe du carbone. Donc aujourd'hui, les acteurs sont assez convaincus et ils n'avaient pas d'outils. Donc on arrive avec une solution. Et ça coûte cher de travailler sur de la donnée spatiale, d'utiliser de la donnée spatiale? Alors, beaucoup moins cher que ce qui pourrait être fait en allant sur le terrain. C'est ça où toute la force du satellite, c'est-à-dire que la donnée spatiale, la donnée par exemple aérienne, comme celle qui est mise à disposition par l'IGN, c'est de la donnée qui est open, donc c'est la donnée qu'on peut récupérer, qu'on peut traiter. La donnée Pléiade a un coût, mais c'est de la donnée qui va permettre de pouvoir définir une occupation des sols partout sur Terre. Là où on serait obligé d'aller sur le terrain et de pouvoir, par exemple, définir ce qu'il y a comme occupation des sols et même aller plus loin parfois, aller mesurer le carbone. Donc ça revient finalement beaucoup plus cher pour pouvoir avoir une information, alors que finalement, là où le spatial permet d'avoir une information moins chère et surtout homogène et partout. Vous avez travaillé avec le SCO pour développer votre service, ou en tout cas pour mettre en valeur au mieux ces données-là. Est-ce que vous en faites? Oui, on a eu le soutien dès le départ du SCO. Alors, on n'avait pas déposé de projet SCO au tout début, mais on a suivi l'aventure SCO quasiment au lancement et on a trouvé que c'était une initiative assez extraordinaire. Déjà, le spatial, c'est aujourd'hui le carburant pour mesurer les changements climatiques. La plupart des données du GIEC proviennent des satellites d'observation de la Terre. Près 80% des données, de toute façon, sur l'environnement et le climat proviennent de données spatiales. Donc la force du spatial est extraordinaire et le fait d'avoir lancé cette initiative qui est le SCO, ça a été pour nous assez logique de pouvoir essayer de participer à cette aventure. Et on a eu la chance, il y a à peu près un an, de déposer un projet dans le cadre du SCO et on a été sélectionné. Et donc, on a été accompagné sur un an pour la construction de ce projet, financé en partie par le Space Climate Observatory et surtout accompagné par le Space Climate Observatory. Et c'est quoi ce projet précisément? Alors, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on avait un état des lieux. On avait un outil de simulation qui était à améliorer. Dans le cadre du Space Climate Observatory, on a pu améliorer cet outil de simulation. Donc, elle est beaucoup plus finement sur la quantification des stocks de carbone. Elle est beaucoup plus finement sur la détection des îlots de chaleur urbains avec cet outil. Et surtout, on a pu construire un système de notation. Autrement dit, on va pouvoir comparer les projets d'aménagement. C'est-à-dire que je peux faire une première version du projet d'aménagement et je vais avoir A sur la partie artificialisation, B sur la partie îlot de chaleur, C sur la partie stock de carbone. Et ce système de notation, on l'a construit avec le SCO pour être en capacité de faire plusieurs projets et de pouvoir définir quel serait le meilleur projet pour ma place, pour mon quartier ou, par exemple, pour mon projet de construction. Garantir aussi une agilité pour votre offre de service et les acteurs qui viennent vous voir. Merci beaucoup, Basile Gossard, d'avoir pris le temps de venir nous présenter cette activité chez Net Carbone et ce service que vous avez développé grâce notamment aux données spatiales, mais aussi aériennes. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition de Smart Space. On se retrouve dans quelques semaines sur Bismart.